Hop là, bonjour à tous. Alors la gestion du micro risque d'être un petit peu aléatoire, excusez-moi. Du coup, bonjour, Tanguy Poivert, prévôt de la Maison des Compagnons de Pantin, directeur de site. Et bonjour à tous, Honoré Demici, je suis le prévôt des Compagnons du Devoir de Tours au centre de formation, donc comme Tanguy. Prévôt, c'est directeur de site, directeur de maison, à la fois côté centre de formation et côté maison. On va en reparler juste après. L'idée là, c'est qu'on a à peu près, même pile poil maintenant, 20 minutes. Ça va être de surtout présenter ce qu'on fait chez les compagnons, comment est-ce qu'on le fait, pardon pour le micro, comment est-ce qu'on le fait, la manière de le faire, etc. Et on aura l'occasion de revenir un peu plus sur la présentation et l'accompagnement des jeunes cet après-midi, avec Louise, du coup, formatrice en maroquinerie. On en reparlera à la table ronde cet après-midi. Donc là, c'est vraiment un point de vue global des compagnons du devoir. C'était d'accord. Allez. Donc les Compagnons du Devoir, le nom complet c'est Association ouvrière des Compagnons du Devoir. Donc c'est une association de loi 1901 qui a été reconnue d'utilité publique. Comme toute association, on a un objet. Donc chaque association a un objet, donc un peu ce à quoi il s'engage. Le nôtre, c'est permettre à chacun et à chacune de s'accomplir dans et par son métier dans un esprit d'ouverture et de partage. Voilà, on a été reconnu au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. On fait partie de la conférence des grandes écoles. On a la certification Calliope. Donc Calliope, ça va être tous les organismes qui font de la formation. On a une certification Calliope pour pouvoir dispenser la formation. Voilà. Donc voilà, quand même un point intéressant sur le fait que ce soit bien une association. Donc le but à la fin n'est pas de faire de l'argent. C'est bien beau d'avoir un objet, donc l'idée c'est de permettre à tout le monde de s'accomplir dans un métier, mais aussi dans la culture du métier. Comment est-ce qu'on fait? L'idée c'est qu'il y a 3 piliers fondamentaux pour ça. Donc le métier, le voyage, la vie en communauté. On va voir dans la présentation, globalement, forcément c'est une association ouvrière, donc on arrive avec un métier de l'artisanat, de l'art ou pas, on verra, on fera un focus cet après-midi surtout sur les métiers d'art. Le voyage, parce que forcément il y a un voyage tous les ans. Vous verrez que nos jeunes changent de ville tous les ans, changent d'entreprise tous les ans, donc changent de milieux sociaux, de villes et parfois même de pays, une fois dans leur Tour de France. Et la communauté, parce qu'ils vivent ensemble, tout simplement, dans différentes maisons, qu'on va avoir l'occasion de voir. Alors les chiffres, on va passer vite dessus, mais quand même important, à peu près 11 000 jeunes formés chaque année. Et du coup, sur ce fameux Tour de France, on a un peu moins de 3 000 jeunes, alors ça fluctue en fonction des années, 3 000 jeunes qui habitent dans nos maisons toute l'année et qui changent de ville tous les ans. 28 000 entreprises, donc ce sont pour la plupart du temps des entreprises partenaires. Qu'est-ce qu'on entend par là? Si on veut former des jeunes à un métier et un état d'esprit, il faut en face des entreprises. Donc ces entreprises-là nous font confiance et font confiance aux jeunes qui se forment et en fait prennent des jeunes tous les ans. En général, elles restent sur le même type de jeunes, donc le même profil avec le même diplôme à la fin de l'année. Comme ça, elles reprennent un jeune du même profil tous les ans. Donc 28 000 entreprises, qui est quand même pas mal. Pour faire tourner tout ça, 1 500 salariés et plus ou moins 5 000 bénévoles, donc qui sont impliqués dans l'association. 209 sites d'accueil en France et à l'étranger, parce que ça reste la France, mais pas métropolitaine. On a des sites aussi à La Réunion, en Belgique, en Suisse, au Canada, qui peuvent accueillir des jeunes pour 1 an. Donc quand même important. Et forcément, 90% des jeunes, à la fin du Tour de France, ont un emploi. Et souvent, ceux qui sont dans les 10% qui restent, c'est des jeunes qui choisissent de voyager, de continuer, de faire un petit peu autre chose avant de reprendre un emploi. Bon. Du coup, très rapidement, en fait, les Compagnons, donc c'est une association qui est sur le territoire national et aussi nos sites qu'on a à l'étranger. Et chaque région, donc par grande région, est représentée par un siège régional, qui est un délégué régional qui chapeaute tout ça, qui est lui aussi compagnon et qui s'occupe de mettre en place du coup les décisions qui sont prises sur l'ensemble du territoire national pour que chaque province et chaque grande région puisse mettre en place toutes les actions des compagnons. Alors, le système de formation, ça ce sont tous les métiers pour lesquels on forme chez les compagnons.
Donc il y en a des connus comme les charpentiers, il y en a des moins connus comme les maréchaux, donc les maréchaux ferrants. Mais sinon, c'est regroupé en pôles. Le pôle le plus important, ça reste le bâtiment et l'aménagement. Ça reste un petit peu le cœur des compagnons sur ce côté-là. Mais on a aussi, qui se développe de plus en plus, les technologies de l'industrie, les métiers du goût, donc les tonneliers maréchaux qui sont peu représentés malheureusement avec les temps qui courent. Et on aura l'occasion de refaire un gros point du coup cet après-midi avec Louise pour les matériaux souples, donc cordonnerie, maroquinerie, sellerie et tapisserie qui se rapprochent plutôt des métiers d'art. Même si on a quand même les bénisteries, etc., qui peuvent aussi se croiser dedans. Alors, comment est-ce qu'on fait chez les compagnons, on n'a pas de prérequis pour rentrer. Il faut avoir 15 ans, donc normalement après le collège c'est 15 ans. Pas besoin de diplôme, pas besoin de quoi que ce soit, ils rentrent de toute façon en alternance. L'idée c'est qu'ils soient forcément en autosuffisance. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est qu'en gros, un jeune de 15 ans qui aurait par exemple des parents en situation où il ne pourrait pas aider à payer une pension ou quoi que ce soit, il n'y a aucun souci, il y a des accords cadres avec les compagnons qui font que le jeune sera rémunéré un petit peu plus qu'un jeune en CFA autre, et du coup il aura assez pour payer donc, la pension. Ce qu'on appelle pension, c'est la restauration et l'hébergement. Donc c'est vraiment un gros point des compagnons où un jeune de 15 ans, peu importe d'où il vient, on peut le prendre en maison, il peut travailler, il peut être autonome, il a besoin de demander à personne. Tous nos diplômes sont tout le temps en Tour de France. Il n'y a pas de... Non, en alternance, pardon. Il n'y a pas de question, c'est toujours alternance, ça dépend des diplômes pour le temps d'alternance. Il rentre entre 15 ans et 25 ans. Après 25 ans, ça va être... Mais je pense que c'est sur les slides d'avant et que je vais m'avancer. On va continuer sur le Tour de France. Concernant du coup le parcours Tour de France, donc à la base un jeune qui rentre chez nous, il vient chercher un métier et au fur et à mesure du coup on va revenir sur les autres mots qu'il y avait au tout début. On va lui présenter ce que c'est une communauté, donc c'est un ensemble d'aspirants, de compagnons qui vivent ensemble dans une ville, qui sont soit sur un site dans une maison des compagnons ou un centre de formation, ou soit du coup des bénévoles qui sont des sédentaires, donc des compagnons qui ont fini leur Tour de France et qui sont bénévoles, et tout ça, ça englobe une communauté. Donc pendant 6 mois ou 1 an, ça va dépendre, ils vont rester sur le site. Donc là, on va prendre l'exemple, ils vont vivre à la maison de Tours, qui est située à Tours-Nord. En parallèle de ça, ils vont travailler en entreprise et ils vont aussi aller dans un centre de formation pour à peu près 6 semaines par an. Ça, c'est sur le parcours Tour de France. Le parcours Tour de France, ça va durer 5 ans en moyenne. Donc juste après l'obtention très souvent de leur premier diplôme, donc qui est un CAP, ils vont partir sur le Tour de France, ils vont continuer à obtenir des diplômes sur leur Tour de France qui dure 5 ans. Et ils ont la possibilité de faire une étape à l'international. Donc ce que disait Tanguy, c'est qu'on a des sites au Canada, en Suisse, en Belgique, tout ça, mais il y a aussi la possibilité de partir à l'autre bout du monde. Moi-même, je suis parti en Australie, on peut même partir en Antarctique, c'est vraiment très varié, quoi, comme sur toutes les destinations. Et le but de ça, donc, c'est multiplier les expériences professionnelles, parce qu'on n'a pas la même manière de travailler dans chaque région ou dans chaque pays dans le monde. Et du coup, c'est apporter son expérience de ce qu'on a vu dans les autres sites et acquérir de nouvelles compétences dans chaque région en France. Donc, voilà. Concernant la mobilité donc à l'international, ce que je disais, c'est qu'il y a la possibilité de faire une année à l'international. Donc ça, c'est pour aussi s'ouvrir au monde, découvrir d'autres cultures, découvrir d'autres façons de travailler, comme je le disais. On a plusieurs types de mobilité. Donc il y a la mobilité qui dure 1 an. On a aussi la mobilité courte. On essaye de proposer à l'ensemble de nos jeunes en formation initiale, donc sur des CAP, de partir pendant 3 semaines en mobilité durant leur période, sur leurs 2 ou 3 ans au centre de formation dès le début. Et après, ils ont aussi la possibilité, comme dans certains métiers, moi je suis compagnon serrurier bétailler, on propose à nos jeunes pendant 2 semaines de partir en août en Roumanie pour travailler les techniques de la ferronnerie d'art et de la forge. Donc voilà. Alors, du coup, ça c'était pour toute la partie Tour de France. Donc quand les jeunes arrivent entre 15 et 25 ans, il y a tous ces voyages, ces étapes, etc. Après 25 ans, donc 25 ans et plus, on ne proposera plus le Tour de France. Pourquoi? Des envies qui sont en général différentes. On n'a pas les mêmes envies à 15 ans qu'à 25 ans. À 25 ans, se réengager sur 5-6 ans de Tour de France, ça peut être pas l'idéal. Donc l'idée, c'est qu'à partir de 25 ans, on propose ce qu'on appelle, nous, des formations continues. Donc c'est des personnes qui viennent pour se former à un diplôme. Et voilà.
pas de Tour de France après, etc. L'idée maintenant, c'est qu'en fonction des diplômes, des débouchés, etc., ils peuvent se former à plusieurs diplômes à la suite. Si on prend par exemple les charpentiers, ils peuvent faire des CAP, un BP, etc., en formation continue. Là où pour d'autres métiers, ça va être un peu plus complexe. Ça dépend vraiment des métiers et des demandes. L'idée, c'est que du coup, formation à la carte, parce qu'ils viennent pour un diplôme. Et puis voilà. Et ensuite, bah forcément, il y a des diplômes qui sont proposés, qui ne sont pas proposés partout. Donc ça peut être intéressant pour une reconversion professionnelle ou quoi, ok. Les maisons de compagnons. Alors, tout à l'heure, on parlait de 209 sites d'accueil et là, on a 64 maisons. On n'en a pas rasé depuis. L'idée, c'est que ce sont des maisons de compagnons, donc avec un prévôt, donc comme Honoré ou moi. Et sur ces maisons-là, il y a d'autres maisons qui sont rattachées, sur lesquelles on appelle ça des campagnes. Donc, on a 64 maisons avec des prévôts et ensuite, on a une grosse centaine de maisons qui tournent autour et qui sont gérées par ce même prévôt-là. Voilà pourquoi la différence. L'idée, c'est qu'on leur propose tout le temps de l'hébergement, de la restauration. Dans toutes nos maisons, on a des lits, on a des salles à manger pour que les jeunes puissent se restaurer là-bas. Même en centre de formation. Donc parfois, par exemple, c'est moins, je pense, l'exemple de Tours, mais pour Pantin, on est un centre de formation national pour tous les métiers des matériaux souples, donc maroquinerie, etc. Donc on a des jeunes qui viennent de Lyon, peu importe, de Bretagne, pour venir se former à Pantin. Donc l'idée, c'est qu'à chaque fois, on les accueille en hébergement, etc., dans les maisons. Donc ça, il n'y a pas de problème au niveau de l'hébergement pour les jeunes. Et ensuite, projet suivi personnalisé et les animations culturelles et sportives, ça va dans l'accompagnement et pédagogique et socio-éducatif des jeunes. On a tout le temps en binôme dans une maison de compagnon un prévôt, donc qui sera compagnon du devoir dans un métier, etc., qui connaît comment on gère une maison. Et de l'autre côté, pour le côté plus social, on a du coup une maîtresse de maison. Donc un maître ou maîtresse de maison. Ce sont des personnes qui ont des diplômes dans le social. Ils sont recrutés pour ça et pour accompagner les jeunes, pour être là le soir. Donc c'est des personnes qui restent le soir. Alors ça dépend des jours, mais et l'idée c'est qu'elles accompagnent, qu'elles aient vraiment un regard social avec les jeunes quand ça va pas, les entreprises, les parents, etc. pour avoir un accompagnement là-dedans. On a aussi, dans un second plan, en région et au national, des personnes qui s'occupent du suivi, donc que ce soit handicap ou inclusion. Ça va dépendre, on a des partenariats en fonction d'eux. Donc c'est des personnes qui savent à qui nous on se réfère souvent, tout le temps. Voilà. Et les animations culturelles et sportives, on propose, alors en fonction des régions, ça va dépendre, mais en général tout le temps des activités qui sont proposées pour les jeunes, soit en cours du soir, soit pendant la journée, sur leur période de centre de formation, etc. Bon, je connais mal la région centre, mais je sais qu'à Paris, les mercredis soirs, il y a des cours culturels, dont ils ont le choix entre graffiti, peinture, maroquinerie, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. L'idée, c'est de les sortir un peu de leur travail quotidien, etc., et de les emmener faire autre chose. On est bon là-dessus. Alors, en fait, il y a la possibilité de partir sur un parcours Tour de France, donc vivre en maison et de faire le parcours Tour de France jusqu'à 25 ans. Voilà. Donc très souvent, les personnes finissent aux alentours des 30 ans quand elles arrivent à 25 ans. En fait, au-delà, c'est que ça fait une trop grosse différence d'âge entre nos jeunes qui ont 15 ans, parce qu'ils peuvent arriver dès 15 ans jusqu'à 30 ans. Ça fait une trop grosse différence d'âge. Donc c'est pour ça qu'on a on est obligé à un moment de mettre un âge de jusqu'à 25 ans, on autorise les départs sur le Tour de France. Ouais, quelqu'un de 25 ans qui viendra en formation ? Voilà, qui est en Ouais. Bretagne et qui fait la formation à Pantin. Est-ce qu'il a des possibilités d'hébergement ou pas du tout? Alors, pour la région Île-de-France, les formations continues, on ne les prend pas en hébergement. Parce qu'on a trop de demandes, et même avec les jeunes qui ne sont pas en formation continue, on est en surbooking tout le temps, on est obligé de prendre des hôtels, etc. à côté. Mais l'idée, c'est que les formations continues, ça va dépendre des régions. Je sais qu'il y a des régions qui ont un peu plus de place, etc. Donc, ils les prennent en hébergement. Voilà. Sinon, on propose, enfin, il y a tout un écosystème en général autour des maisons qu'on s'accroche à avoir, que chaque prévôt s'accroche à avoir, que ce soit des associations, que ce soit des lieux d'accueil, que ce soit des médecins, peu importe, enfin médecins, psychologues, etc., sur lesquels on peut les orienter. Donc en général, nous, on leur propose quand même
un petit groupement d'hôtels ou de sites d'accueil pour la semaine. Et pour répondre aussi à la question sur les parcours de plus de 25 ans, en fait, il y a la possibilité de ce que disait Tanguy, des formations dites à la carte, où en fait, des entreprises nous appellent pour faire monter en compétence leurs employés. Et donc dans ces cas-là, c'est des fois des maîtres de stage ou des compagnons bénévoles qui se déplacent dans les entreprises pour faire monter ces employés-là en compétences. Donc voilà. On est bon dans le timing. Est-ce que vous avez des questions ? Remarque là, rapide, et je vous donne le. C'est, je sais pas si vous, je crois pas que vous l'avez dit, mais la dimension artistique, elle est présente même dans les métiers qui ne font pas partie de l'artisanat d'art au sein des compagnons. Et je pense que c'est important de le pointer. Donc, ce que dit Madame Roingeard, c'est qu'en fait, quand on s'est rencontrés, elle est venue au centre de formation des compagnons de Tours. Et en fait, nous, nos jeunes, quand on leur apprend un métier ou quelque chose, que ça soit en plomberie, on se dit la plomberie, on ne le voit pas, c'est pas très artistique. Mais par contre, quand ils font des travaux, des réalisations de cours, des fois, ils font des choses hyper artistiques ça devient des sculptures ou des choses comme ça, ou même de la charpente. En gros, de la charpente, c'est pas visible, mais il y a la possibilité, dans tous ces métiers-là, de faire des choses très artistiques, de faire des pièces artistiques, quoi. Donc, voilà. Et que ça soit pareil en boulangerie-pâtisserie. Donc là, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui viennent de Tours, mais il y a la possibilité. On a un musée du compagnonnage qui se situe sur Tours. Si vous l'avez déjà visité, sur le pôle boulangerie-pâtisserie, sur les métiers du goût, il y a plein de sculptures qui sont faites. Et alors, c'est des matières qui sont comestibles de base, mais qui sont travaillées de façon à ce que ça devienne des pièces artistiques et qui durent dans le temps. Donc voilà. Oui, et puis il y a toujours une dimension, peu importe le métier, en général, il y a une dimension où quand ils commencent, il faut les bases. Donc ils ont toujours 2-3 ans où voilà, l'artisanat, ça reste pointu sur un sujet, etc. Maintenant, la meilleure manière d'apprendre un métier, ça reste de s'amuser. Donc quand les jeunes font des trucs qui leur plaisent, avec leur ressenti, leur manière de faire, etc., ça marche aussi très bien. C'est une autre manière d'apprendre, ils apprennent différemment, mais en général, ça marche très bien aussi. Alors moi, j'ai une petite question. Tout ça, ça donne vachement envie. Sur quels critères vous sélectionnez ces jeunes ? Alors, sélectionner comment ça ? Au début, pour rentrer en formation ? Alors, l'idée, c'est que l'entrée en formation chez les compagnons, donc, qui se fait entre 15 et 25 ans, on a des visios, donc une première visio de présentation. Après, ça dépend. Il y en a qui le font en vrai, d'autres pas. C'est soit en visioconférence, soit pour de vrai, où ils rencontrent les jeunes. En général, c'est par 8. On rencontre 8 jeunes, on leur parle de l'association, etc., avec un diapo un peu plus complet. Quand ils sont mineurs, il y a les parents, etc. Le but, c'est de rassurer déjà sur comment ça se passe. Parce que entre les compagnons, on a toujours un cousin qui l'a fait les compagnons, mais quand on remonte un peu, parfois les idées ne sont pas très claires, ou il y a des préjugés, etc. Donc l'idée, c'est de reclarifier ce que c'est. Une fois que ça c'est OK, on prend les jeunes en entretien, avec leurs parents ou pas, parfois on fait une partie avec, etc. Et c'est de discuter sur lui, pourquoi est-ce qu'il vient, etc. C'est pas tellement une phase de recrutement quand il rentre en formation, c'est vraiment une phase de préparation, quoi, qui n'est pas de faux espoirs sur ce que c'est. Ça reste 90% du temps, pour nos jeunes, 80-90% du temps, ils sont en entreprise. Il ne faut pas non plus se leurrer sur le monde de l'entreprise. Il faut y être prêt, surtout à 15 ans, ça peut faire un... Bon, en général, ils s'y adaptent bien. Donc voilà, pour rentrer en formation, en gros, c'est pas très compliqué, il faut juste être motivé par un métier, avoir envie, etc. Aimer aussi forcément la vie en communauté, forcément aimer le voyage, parce que ça va être à part. Mais on a des jeunes de 15 ans qui arrivent quand même à la base pour un métier. Et ensuite, ils se rendent compte qu'ils aiment bien la communauté, qu'ils aiment bien le voyage, etc. Ça, c'est aussi notre rôle de les amener vers ça. Et ensuite, le fait qu'il y ait moins de gens, petit à petit, ça se fait par les jeunes de manière générale. Soit ils persévèrent, ils continuent, ils font quelque chose, etc. Soit parfois, en fait, ils changent de ville, 1-2 fois, puis il y a une bonne embauche, ils ont des amis, le coin leur plaît bien, etc. Ils s'installent là-bas. Et puis c'est très bien, on en a une grosse partie qui reste parfois dans les villes parce qu'ils se sentent bien, et c'est aussi un peu le but. Le but, c'est pas qu'ils fassent tous un Tour de France, qu'ils finissent tous le Tour de France, absolument, etc. Le but, c'est qu'ils se plaisent et qu'ils trouvent un métier qui leur plaît, des gens, un milieu, un cadre, etc., qui les plaît. Donc parfois, ils s'arrêtent dans des villes, parfois, ils continuent. Après, ça dépend. La sélection se fait petit à petit au cours des années. J'ai une question.
Vous avez eu l'expérience de l'intégration de jeunes autistes dans vos formations et pensez-vous que ces formations, compte tenu des déplacements, de la vie en collectivité, du travail chez les employeurs, ça soit facile pour eux? J'ai l'expérience là-dessus et je pourrais vous en parler. Alors, pour pas trop s'étaler, je dirais non. En tout cas, moi, ma courte expérience en maison et sur le Tour de France, j'ai jamais rencontré, alors peut-être que je l'ai pas su aussi, etc., mais jamais rencontré vraiment de cas autistes avérés, etc., dont j'étais au courant. On a plutôt des troubles qui sont bien différents hein, sur l'attention, etc., les différents 10, où on les accompagne. Maintenant, que ce soit facile, je pense pas non plus. Que ce soit adaptable, je pense. Après, à voir, c'est pas un sujet sur lequel je suis non plus hyper calé. Là, l'idée, c'est de vraiment présenter comment ça fonctionne. Et ensuite, les plans d'adaptation, etc., on peut les mettre en place avec les jeunes. Alors après, voilà, ça va dépendre, c'est toujours très vague comme sujet, mais des plans d'adaptation sont possibles et les déplacements peuvent être réduits en intégrant le jeune dans la maison. Nous, souvent aussi, c'est ce qu'on fait, hein, des jeunes qui sont trop loin ou qui n'ont pas de permis, ou c'est compliqué. Mais en fait, moi, je les récupère direct dans la maison et comme ça, ils sont sur leur centre de formation, etc. On peut les accompagner, on peut les au jour le jour. Voilà. Après, ça va vraiment dépendre des différents cas, etc. Je vais me permettre de répondre à la question. Du coup, je travaille également pour les Compagnons du Devoir. J'ai travaillé pendant 2 ans et demi en tant que référent handicap sur la région Centre-Val de Loire. Et moi, de mon expérience, oui, il y a certaines personnes. Alors après, diagnostic, pas diagnostic, pardon, ça dépend. Mais on a des jeunes qui ont été suivis avec des troubles du spectre autistique sur la région. Effectivement, avec ce que vous soulevez, c'est pas évident. Le changement de ville, la vie en communauté, le travail en atelier, ça fait beaucoup de contraintes. Néanmoins. On a des exemples de réussite. Il y a vraiment des jeunes qui ont pu être accompagnés correctement. Ça n'a pas été simple, très clairement. C'était chronophage pour les équipes socio-éducatives, pour les équipes socio-pédagogiques. Sur repenser un peu les formations, sur les modalités d'accompagnement. C'est des travaux conjoints. En plus, effectivement, vu que c'est des jeunes qui peuvent être en formation sur Tours et avec une entreprise qui va être à plusieurs centaines de kilomètres, c'est pas simple de tout coordonner. Néanmoins, là, on en a un qui est sur une fin de parcours, donc qui va tailler la réception, donc qui va devenir compagnon d'ici quelques mois. Et voilà, c'est un exemple parce qu'encore une fois, effectivement, c'est pas quelque chose vers lesquels les personnes sur des troubles du spectre autistique vont forcément se tourner sur des formations de ce type-là. Mais on a quelques exemples et au niveau national, il y en a d'autres qui se sont bien déroulés. Alors après, effectivement, c'est pas du 100% de réussite, clairement, mais il y a des choses qui se mettent en place et on essaie de progresser là-dessus. Et j'interviens, je connaissais une amie, alors ça date il y a quelques années, mais elle voulait travailler la taille de la pierre, mais comme c'était une fille, c'était aussi très compliqué d'être en groupe avec beaucoup de garçons. Donc j'espère que depuis ça a changé parce que déjà ça c'était problématique. Alors si les personnes ont aussi sont personnes avec des troubles du neurodéveloppement, ça peut être compliqué aussi. Et par rapport à l'âge, c'est vrai que beaucoup de personnes ont aussi leur diagnostic après 25 ans. Donc la possibilité que vous faites peut être bien. Mais être vigilant par rapport à l'accueil et l'accompagnement de personnes. Enfin, c'est pas une critique, c'est que déjà, juste pour le genre, c'était très compliqué parce qu'il y avait peu de filles à être dans ce domaine-là. Voilà. Oui, alors ça reste malheureusement la réalité de certains métiers, notamment du bâtiment, la taille de pierre, etc. Maintenant, on s'efforce de développer le tout, de mixer, etc.
De plus en plus. On y arrive de plus en plus. Il y a des métiers qui ont tendance à résister aussi sur ce côté très masculin. Mais ça va de mieux en mieux, etc. Les gens s'apaisent là-dessus. J'espère. Je me permets de répondre en complément, encore une fois. Aussi, il faut savoir qu'au niveau de la formation professionnelle et des reconnaissances administratives, en fait, il peut y avoir, alors c'est du cas par cas, c'est individualisé, mais il peut y avoir, lors des financements par les opérateurs de compétences, les OPCO, qui sont les organismes qui collectent et qui financent les formations, il peut y avoir ce qui s'appelle des majorations coût contrat. En fait, chaque apprenti peut bénéficier de 4 000 € maximum par an pour des aménagements, des moyens de compensation, que ce soit humain, que ce soit matériel, et que l'AGFIP, qui est le partenaire principal des organismes de formation et des centres de formation, peut compléter en fait cette majoration de manière assez conséquente. Donc, encore une fois, effectivement, ça reste une réponse qui est individuelle, mais il y a moyen d'avoir des leviers d'action. Il y a aussi des organismes au niveau locaux qui font de l'accompagnement. Nous, je sais que sur la région Centre-Val de Loire, on est conventionné avec l'ARPS, qui est une structure médico-sociale qui va vraiment accompagner et nous accompagner, nous, en tant que référents handicap, sur des dossiers qui vont être un peu complexes et qui vont aussi pouvoir mobiliser d'autres acteurs que nous, on ne connaîtrait pas forcément, pour accompagner des jeunes au mieux en formation. Et ça, effectivement, ça se fait dans chaque région de France. À la prochaine présentation, je vous propose de continuer à échanger pendant la pause méridienne, parce que sinon ça décale tout et vous comprendrez aisément que ça ira pas. Donc on vous remercie. En tout cas, Honoré, quand je suis venue vous voir, vous m'avez assuré qu'il y avait de plus en plus de femmes, et nous aurons cet après-midi, lors de la table ronde, une formatrice femme. Donc les compagnons se féminisent. Et puis juste petite anecdote pour répondre, la première compagnon femme qui a été reçue chez les compagnons, c'est une compagnon tailleur de pierre. On aurait pu se dire que ça aurait pu être on a beaucoup de jeunes femmes qui sont dans les métiers des matériaux souples, maroquiniers, selliers, des choses comme ça, ou boulanger, pâtissier. C'est dans les métiers où on a énormément de femmes. Et là, en l'occurrence, c'est une femme tailleur de pierre qui a été reçue première compagnon. Donc c'est aussi se dire, ça évolue, ça change au fur et à mesure, quoi. Donc voilà. Merci à vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Droite. Voilà. Donc je me présente, je m'appelle Livia Valtroni et je suis la directrice opérationnelle du campus des métiers des qualifications d'excellence, patrimoine, métiers d'art et tourisme. Un nom, tout un programme. Je vais peut-être vous détailler, pour commencer, qu'est-ce qu'un campus des métiers des qualifications, puisque peut-être le mot campus vous fait penser tout de suite à un organisme de formation. Eh bien, ce n'est pas du tout ça. Un campus des métiers et des qualifications, c'est une dynamique de partenariat qui associe des professionnels, des acteurs de la formation et des institutionnels pour travailler de concert sur les questions de l'attractivité des métiers des formations, la montée en compétences des apprenants pour une meilleure insertion professionnelle. C'est une dynamique qui n'est pas à l'apanage du Centre Val de Loire, puisqu'elle a été initiée et elle a été créée, c'est une démarche du gouvernement, qui est pilotée par plusieurs ministères, le ministère de l'Éducation nationale, l'enseignement supérieur, le ministère du Travail, de l'économie, avec Région de France. Et se décline dans chaque territoire par des gouvernances et des pilotages spécifiques, mais également par des périmètres qui sont en adéquation avec les besoins économiques d'un territoire donné. Donc aujourd'hui en France, on compte 121 campus et ces campus portent sur les principaux secteurs économiques de la France. Ces campus sont aussi rassemblés, donc ils animent sur les territoires des écosystèmes partenariaux et ils travaillent aussi en partenariat entre eux au niveau national. Et donc il y a des travaux qui sont menés au sein de différents réseaux. Et nous, on a la chance d'en faire partie de deux par rapport à la thématique qui est la nôtre sur les industries créatives et culturelles. Donc c'est la grande filière qui intègre la partie des métiers d'art et les métiers aussi de la restauration du patrimoine bâti, dont une partie des métiers d'art font partie. Et on fait partie aussi du réseau tourisme et gastronomie.
Donc, on part du besoin des acteurs économiques et on se met tous autour de la table pour y travailler ensemble et faire évoluer finalement les compétences. Et qui dit évolution des compétences, ce n'est pas forcément changer tout de suite les formations, mais ça dit aussi changer la vision qu'on peut avoir aussi du métier et des formations. Cette dynamique nationale a été créée donc en 2013 pour répondre à la transformation de la voie professionnelle dans un premier temps. Et ça fonctionne vraiment comme un laboratoire d'expérimentation. Donc on fédère un réseau qui est très large. Sur un territoire donné, les campus des métiers et des qualifications sont pilotés, sont portés par le recteur ou rectrice d'une académie, d'une région académique, le président, la présidente d'une région, collectivité territoriale, et l'ensemble des représentants des fédérations professionnelles qui représentent les filières concernées par un campus. Et donc on travaille vraiment comme un laboratoire d'expérimentation puisqu'il y a plein de choses qui sont faites. Et donc l'idée c'est de partir de l'existant et d'essayer de venir combler les manques, les fameuses trous dans la raquette, pour construire ensemble des actions qui aient du sens pour le territoire et pour les acteurs qui composent un campus des métiers et des qualifications. Et donc, ça va de soi qu'on essaie d'impulser cette dynamique collaborative, finalement aussi pour venir répondre aux besoins économiques d'un territoire, aux besoins des professionnels. Le campus PATMAT, que je représente, Patrimoine, Métiers d'Art et Tourisme, s'adresse vraiment à un champ très large des patrimoines, puisqu'on s'adresse à 6 secteurs professionnels, de la restauration du patrimoine bâti, sa préservation aussi de l'espace naturel, c'est le paysage, en passant par les métiers d'art et le design, l'hôtellerie, la restauration, l'alimentation et du tourisme. Donc on est vraiment en adéquation avec le développement économique de notre région, qui, en fait, voilà, on parle de tourisme patrimonial et donc on s'adresse vraiment sur toute la chaîne de la préservation, restauration d'un site jusqu'à sa mise en tourisme et à l'accueil de la clientèle touristique. On s'articule sur programme de financement. Donc on est un catalyseur pour identifier des sujets prioritaires qui peuvent être identifiés dans l'ensemble du territoire et essayer de rassembler, en fait on est un ensemblier, essayons de rassembler sur des sujets l'ensemble des acteurs qui sont concernés. Vraiment, l'idée c'est vraiment, on est sur tout le champ de la diversité des acteurs territoriaux, comme on est aussi sur tout le champ de la diversité des formations du territoire. Et en plus, on a un appellatif qui est celui d'excellence, voilà, qui est donné notamment par ce lien étroit aussi avec la recherche scientifique. L'idée, c'est aussi de s'appuyer sur les travaux, sur les données scientifiques pour aussi s'en emparer, pour les transférer, les irriguer vers la formation, l'innovation pédagogique, mais également dans le milieu des professionnels, des acteurs, voilà, métiers d'art, restauration du bâtiment, également les acteurs de l'hôtellerie, restauration, tourisme. Les filières des patrimoines ont des éléments communs. Ce sont en fait, que ça soit dans les métiers d'art, la restauration du patrimoine bâti, l'hôtellerie-restauration, actuellement, il y a un manque de vocation. Manque de vocation qui est dû aussi au problème de perception que l'on a de ces métiers. Donc, un des gros travaux, un gros travail qui est mené, c'est surtout de en fait, changer la posture, le regard qu'on a de ce métier qui sont encore aujourd'hui, même si ça commence à changer, mais considérés comme un peu les voies de garage de la formation. Voilà. Alors qu'ils n'en sont pas et que nous avons aujourd'hui de plus en plus de trajectoires qui sont assez intéressantes de personnes qui ont aussi fait une carrière universitaire, des études longues et qui finalement souhaitent se réorienter sur des métiers plus manuels, plus concrets, parce qu'on l'a dit, on l'a évoqué tout à l'heure, ce sont des métiers de passion. Voilà. Et c'est un réel atout. Et on identifie aussi qu'on vit un moment de transition
transitions, tous les métiers subissent des transitions environnementales, sociétales. Et donc, on a aussi besoin d'une montée en compétences, sur toute la chaîne. Ce n'est pas uniquement pour, on va dire, l'apprenant qui se trouve dans un lycée ou dans un collège, mais c'est vraiment, en fait, on est tous des apprenants dans notre vie quotidienne. Et donc, c'est à la fois pour les professionnels, c'est pour les enseignants. Et finalement, c'est aussi pour l'apprenant qui se trouve en situation d'apprentissage en classe, par exemple. Pour garder donc le territoire compétitif, notre action est celle de contribuer à l'information métier, formation. Donc, on développe des ressources. On développe des ressources où on valorise l'ensemble de nos filières, mais également l'ensemble des formations. Donc, on est un dispositif qui est piloté par le gouvernement, mais on n'est pas uniquement éducation nationale, puisque la formation est dans le partenariat. On a un partenariat avec la Chambre régionale de métiers d'artisanat, donc c'est aussi les CFA, c'est la voie par l'alternance. L'idée, c'est l'égalité des chances et la possibilité à tous de trouver aussi la meilleure modalité de formation. Donc, c'est la formation par voie scolaire, la formation par apprentissage, c'est la formation continue. Et en fait, on est tous différents, donc on a tous aussi besoin, peut-être, on a tous un système scolaire qui va nous répondre de manière plus adaptée que d'autres. Donc, on a entendu tout à l'heure la présentation des compagnons du devoir aussi. Donc, voilà, ce sont toutes ces alternatives qu'on présente et qu'on véhicule de manière très systémique avec l'ensemble des acteurs qui sont concernés par ces questions d'information métier. Nous développons aussi des actions d'expérimentation. On est un laboratoire d'expérimentation. On est là pour catalyser, fédérer des acteurs, pour voir, tester des nouvelles approches. Ça peut être des projets pédagogiques qui associent plusieurs apprenants sur toute la chaîne, même des enseignants, des chercheurs. Et on essaye de voir quel est le résultat et quelle est finalement la plus-value que cette action a permis de mener à bien. Pour ensuite travailler sur une évolution peut-être l'approche d'innovation pédagogique, l'approche de formation dans un parcours plutôt que sur un autre. Et ensuite, c'est favoriser l'évolution des compétences. Là, c'est aussi c'est le travail aussi de la recherche qui nous permet de travailler, d'accompagner aussi les métiers dans leur transition et leur innovation. Donc, quand on parle de métiers d'art, on voit tout de suite un métier figé peut-être, mais qui finalement, en fait, c'est un métier très innovant parce qu'il fait part de la créativité de chacun d'entre nous. On a beau repartir et séparer métier d'art et design, mais les deux vont ensemble. Aujourd'hui, on ne peut pas faire un travail manuel, on est forcément créatif. Et donc, l'idée, c'est aussi, dans l'esprit de campus, d'essayer de rassembler et d'associer aussi ces ensembles que parfois sont divergents et séparés. En travaillant avec Françoise, on a voulu ici aujourd'hui vous présenter de manière très rapide certains groupes de travail, certains projets qui sont menés au sein du campus et qui finalement ça permet aussi de montrer comment on essaie de travailler aussi l'inclusion de différents publics à besoins spécifiques. Donc, en tant que catalyseur, on porte parfois des projets qui sont imaginés au niveau national. Donc, c'est le cas de Manufacto, la fabrique des savoir-faire, qui est un programme qui a été conçu, porté par la Fondation d'entreprise Hermès en partenariat avec les Compagnons du Devoir, qui vise à sensibiliser aux métiers de l'artisanat, notamment 4 métiers en particulier. Et on le coordonne en Centre-Val de Loire depuis maintenant 2-3 ans. Et on se rend compte de l'intérêt que ce programme a. Donc très rapidement, il vous sera détaillé dans l'après-midi. Mais voilà, c'est un programme qui permet en classe, donc c'est destiné à partir de la CM1, CM2 jusqu'à la seconde, c'est sur appel à candidature, et les lauréats ont la possibilité de réaliser
donc c'est la classe et les jeunes avec l'enseignant qui devient aussi apprenant, a la possibilité de réaliser un objet d'artisanat. Et cet objet, en fait, il est accompagné sur 12 séances avec un artisan. Et bien évidemment, dans le cadre de ce projet, en fait, il est accueilli dans des classes mixtes, en fait, c'est-à-dire où on retrouve tout type de public. Et on s'est rendu compte aussi que des bienfaits de ce type de programme dans des parcours de niveau élémentaire qui accueillent aussi des personnes atteintes du trouble du neurodéveloppement, voire du trouble autistique. Voilà. Donc on a eu la possibilité d'accueillir et de suivre une classe il y a quelques années et de voir aussi l'évolution du parcours de ces enfants. Donc c'était une classe de CM2 avec justement cet élément positif où on n'était pas en situation d'échec, mais c'était une situation justement comment dire, les personnes étaient ravies et exerçaient le geste qui leur a été confié de manière, comment dire, de manière parfaite par rapport au reste de la classe et même par rapport à l'enseignante qui était justement enthousiaste de voir tout ce changement qui était intervenu sur le long d'une année. On développe des outils et donc des outils et des actions qui se destinent pour nous à tout public. Donc quand on parle d'information métier, attractivité métier, on pense à des publics de collège, mais pas uniquement. Ça peut être aussi des publics en reconversion et ça peut être aussi des publics spécifiques comme des mineurs sous main de justice. Voilà. Et c'est aussi important que l'accès à l'information métier soit aussi pour tout type de public parce que ce sont les mêmes outils et ces outils, ces événements sont à destination de tout le monde. Donc après, ça se traduit par une participation à des événements, par la mise à disposition d'outils, de ressources, mais ça peut aussi se traduire par une adaptation de ressources existantes pour qu'elles répondent de mieux en mieux à l'ensemble des publics qui constituent la chaîne aujourd'hui de la jeunesse en quête de recherche, de profession, voilà, de savoir quels sont les métiers demain. Tout à l'heure, on a parlé aussi, on a fait le comparatif avec les publics allophones. Il y a aussi un projet qui est mené, celui-ci, sur le champ plutôt de l'hôtellerie-restauration. Mais il y a tout un projet de recherche qui aujourd'hui est mené au sein de l'Université de Tours pour faire un état des lieux de l'ensemble des dispositifs qui sont proposés à des publics allophones, notamment en situation professionnelle sur les filières du campus, donc patrimoine, métiers d'art et tourisme. Et cette action, par exemple, est à l'initiative des professionnels de l'hôtellerie-restauration qui accueillent des publics allophones et qui, en fait, avaient besoin aussi d'être accompagnés. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui souhaitent et qui accueillir la diversité des publics, parce que c'est aussi important, et parce qu'en fait, ils ont des... Voilà, c'est cet échange et aussi les pépites qui se trouvent en fait en chacun d'entre nous. C'est ça que le professionnel recherche, mais le professionnel a aussi besoin d'être accompagné. Et donc, ce projet vise aussi à trouver des solutions pour accompagner au mieux un professionnel pour qu'il puisse se sentir à l'aise lui-même et faire sentir à l'aise les personnes qui l'accueillent pour réussir en fait cette mission de transmission et d'apprentissage. Les métiers d'art aujourd'hui, donc c'est la thématique aussi de la journée. Il est important de dire que au niveau national, il y a un plan sur les métiers d'art qui est en cours. Donc il y a eu le Covid qui est passé par là. Ça veut dire que d'un point de vue économique, il y a eu des entreprises qui ont fermé, voilà, des TPE. On l'a dit tout à l'heure, on l'a évoqué avec le collègue de la Chambre de métiers d'artisanat. Mais voilà, depuis 2023, il y a tout un travail et un accent qui est mis sur cette filière parce que finalement, c'est une filière de niche, mais c'est une filière qui a un fort impact
finalement économique aussi pour le territoire national. Donc, en effet, par rapport aux travaux qui sont ceux d'aujourd'hui, il y a... il manque un slide, mais ce n'est pas grave. Je vais vous le détailler. Je pense qu'il y a des opportunités qui, dans le champ du campus PatMat, peuvent être évoquées. La réunion de travail d'aujourd'hui en est, je pense, aussi le point d'orgue, le point de départ, parce que voilà, Françoise a associé autour d'elle cette communauté, et par cette diversité d'acteurs, finalement, l'idée, c'est d'identifier des actions, des sujets qui pourraient être portés plus loin. On développe aussi des projets pédagogiques où on associe différents acteurs. C'est le cas du lycée Clouet et des élèves qui sont aujourd'hui présents. L'idée, c'est aussi, pourquoi pas, d'imaginer des actions qui permettent ce mélange, qui permet aussi une sensibilisation envers des plus jeunes pour démystifier en fait aussi la perception que les uns et les autres peuvent avoir. Voilà, c'est toujours, on l'a évoqué tout à l'heure, le regard de l'autre, mais finalement c'est un regard de l'autre qu'on se porte tous finalement, les uns les autres, et c'est sur ça qu'il faut travailler, je pense, à l'avenir. Des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour madame, alors je me présente, je m'appelle Grégory Winmer, je représente l'Association pour la recherche sur l'autisme et la prévention des inadaptations, l'ARAPI, qui est une association basée à Tours qui depuis 42 ans réunit les familles de personnes concernées et les professionnels de la recherche sur l'autisme. Vous avez beaucoup parlé de recherche, est-ce que vous avez développé des projets de recherche justement en lien avec la thématique des troubles du neurodéveloppement, voire du trouble du spectre de l'autisme? Est-ce que vous voyez des perspectives pour cela? Parce qu'aujourd'hui, il y a une stratégie aux troubles du neurodéveloppement qui court de 2023 à 2027, qui contient 2 mesures qui doivent vous intéresser. La mesure 65 qui parle de valoriser les compétences des personnes avec un trouble du neurodéveloppement. Aujourd'hui, on est sur une forme d'initiative aujourd'hui de discussion pour valoriser ça, puisqu'on remarque très bien qu'il y a des capacités exceptionnelles. Et aussi la volonté claire du gouvernement de développer, d'intensifier les activités de recherche, y compris et surtout la recherche participative, qui permet encore plus d'ouvrir des modalités de participation beaucoup plus variées et qui correspond un peu à ce qu'on retrouve avec des enjeux de transformation du regard, des enjeux sociétaux, etc. Est-ce que vous avez des initiatives comme ça dont vous pouvez nous parler? Non, je n'ai malheureusement pas ces initiatives-là, puisque aujourd'hui, en fait, c'est le démarrage de ce travail. Voilà, donc aujourd'hui, le campus PatMat existe depuis 2020, avec une feuille de route qui est tracée. Donc, voilà, il y a des développements qui ont été menés. Et aujourd'hui, et c'est le rapprochement justement avec Françoise Rangeard, c'est de pouvoir associer aussi tous ces travaux et les porter plus loin pour en fait permettre aux acteurs que vous êtes et que vous travaillez sur ces sujets aussi de pouvoir expérimenter avec le réseau qui est le nôtre. Voilà, et de travailler ensemble. Donc c'est un peu la pierre, on lance le partenariat. Au plaisir d'échanger, il n'y a pas de souci. Oui. Bonjour. Pouvez-vous me dire où se situent vos locaux? Où est-ce que vous êtes, vos bureaux? Vous avez dit que vous dépendiez du rectorat, puis d'autres de la préfecture, etc. Parce que dans tous les dispositifs nationaux que l'État engage, on ne sait pas souvent où vous trouvez. Alors, donc, le campus PatMat est basé à la Villa Rabelais, à Tours. Donc, nos bureaux se trouvent dans cette villa, au 2e étage. Et après, on a aussi une mission régionale
Donc on se déplace beaucoup au sein des établissements professionnels, au sein des entreprises, mais on est basé à Tours. Mais la ville à Rabelais dépend du rectorat La ville à Rabelais dépend en fait, de la ville de Tours, de l'université de Tours. Comme j'ai dit, on est un ensemblier, donc il y a plusieurs acteurs qui contribuent à la réussite de ce campus que je dirige. Et vous êtes combien? Et nous sommes 2 personnes. Mais l'objectif, donc malgré voilà, cette réaction quand on dit qu'on est une équipe de 2 personnes, il faut savoir que le fonctionnement, on peut réussir seulement si les partenaires sont là. Donc on impulse, on fédère des acteurs, c'est ça notre mission. On peut produire des outils, mais en fait, le travail est fait par des acteurs qui ont déjà pignon sur rue, dont les missions sont déjà les missions qui sont inscrites dans les feuilles de route des institutions, des associations. Nous, on est là pour faciliter le lien entre le territoire, pour faciliter le lien aussi avec des initiatives qui auraient peut-être qui existeraient au niveau national, international, et donc et de permettre parfois que des actions puissent être portées plus loin. C'est de l'ingénierie de projet pour aller chercher aussi des financements pour le territoire sur ces sujets. D'autres questions? On va passer à la prochaine intervenante. Donc je répète, ce matin, j'ai précisé qu'une convention avait été signée avec PatMat, et grâce à cette convention, un livret de colloques, ça fait un peu pompeux, mais c'est comme ça qu'on l'appelle, sera édité et permettra de reprendre ce qui a été dit dans la journée, en l'améliorant bien sûr, et en vous proposant des pistes de réflexion, des pistes d'action et d'autres liens pour vous donner plus d'informations. Ce livret sera disponible. Alors sous quelle forme? J'ai pas encore bien le contexte logistique, mais il sera en tout cas disponible en PDF. Donc je vous présente Véronique Abasque qui faut que tu fasses. Ouais, tu continues. Voilà. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Véronique Abasque. Je suis une des 14 vice-présidentes de l'Université de Tours et je suis en charge de la santé et de l'accompagnement social des étudiantes et des étudiants et également du handicap. Donc, l'Université de Tours. Je vais vous parler aujourd'hui de l'accompagnement dans le cursus universitaire, valoriser, renforcer les parcours et les opportunités. Donc, je disais quelques chiffres très rapidement. L'Université de Tours, c'est 8 composantes, 2 IUT, donc Institut universitaire de technologie, et 2 écoles. Il y a une dizaine de sites donc, dans la métropole de Tours et à Blois. Ça représente plus de 30 000 étudiantes et étudiants, dont 1555 étudiantes et étudiants en situation de handicap. Alors ça, c'est les chiffres de l'année dernière, qui se sont déclarés, parce que tous ne se déclarent pas, et c'est tout à fait leur droit, et dont 30 étudiantes et étudiants avec troubles autistiques suivis à l'université. Donc ça encore, c'est les étudiants qui ont fait la démarche de se déclarer et qui sont suivis. Alors, l'Université de Tours n'a pas de formation directement professionnalisante, de type apprentissage par exemple, pour les métiers d'artisanat de l'art. Donc, pourquoi faire venir l'Université de Tours? On a quand même 3 départements qui sont tournés vers les arts. On a le département d'histoire, alors c'est histoire des arts en fait, et pas histoire de l'art. Le département de musicologie et le département d'art du spectacle. Donc il y a des licences et des masters qui permettent, avec des stages supplémentaires, de se professionnaliser plus tard. Mais on a également à l'Université de Tours ce qu'on appelle le statut d'étudiant artiste. Donc pour les étudiantes et étudiants qui ont déjà une activité artistique intense, elle peut être reconnue par l'Université de Tours. Donc ça permet à l'étudiant
de valoriser sa pratique artistique tout en permettant de valider une formation universitaire. Et on fait ça grâce à l'aménagement du cursus. Donc, dans les aménagements d'études qui sont possibles, il y a l'aménagement de l'emploi du temps, il y a le choix du mode de contrôle des connaissances, donc soit contrôle continu, donc ça veut dire des évaluations régulières pendant les cours, ou bien du contrôle terminal, donc ça veut dire une évaluation à la fin de la période d'enseignement. On peut avoir des autorisations d'absence ponctuelles pour des stages de formation, des participations à des représentations artistiques ou à des concours. On peut avoir des dispenses d'assiduité totale. On peut avoir un choix prioritaire des groupes de TP et de TD. Donc, par exemple, dans la semaine, quand un cours est enseigné à différents créneaux, l'étudiant ou l'étudiant peut choisir son créneau. On peut aussi proposer d'effectuer une universitaire en 2 ans plutôt qu'en 1 année. Et on a la possibilité de valider des crédits qu'on appelle ECTS, je vais expliquer juste après, au titre de la pratique artistique. Et ça, c'est tout ce qui a à voir avec ce qu'on appelle les CERCIP, que je vais expliquer maintenant. Alors, CERCIP, ça veut dire compétences, engagement, réflexion citoyenne et pratique. Et donc, ça, c'est des choses en plus du cursus qui permettent aux étudiantes et aux étudiants de valoriser leurs compétences dans le cursus. Donc, la plupart des CERCIP, enfin, ce sont des cours qui sont proposés par l'université, qui sont centrés sur des activités sportives, culturelles, artistiques ou sur l'engagement étudiant. Et donc, on en a 2 types. On a ce qu'on appelle la CERCIP en L3. Alors, L3, ça veut dire la 3e année du cursus. Donc, ça, c'est 18 heures de cours et ça vaut 2 ECTS. Je vous explique juste après. Et vous avez la CERCIP facultative bonifiante. Donc là, on peut prendre un cours en plus, mais on n'attribue pas des ECTS. Alors, les ECTS, European Credit Transfer System, c'est système de transfert et d'accumulation de crédits. En bref, c'est comme une monnaie commune pour les études supérieures en Europe. C'est reconnu par tous les pays européens. C'est quelque chose qui évalue la charge de travail et les connaissances acquises. Donc une licence, par exemple, donc on fait en 3 ans, ça vaut 180 ECTS. Et donc à chaque cours réussi, on attribue un nombre d'ECTS. Et donc pour chaque CERCIP, on attribue 2 ECTS en 3e année. Alors quelques exemples de CERCIP. Vous avez ceux qui sont dispensés à l'université, donc vous avez atelier d'écriture, atelier dessin, atelier théâtre, ensemble vocal universitaire de Tours, initiation à l'illustration, technique mixte de sculpture, activités physiques et sportives et ce qu'on appelle Créa Campus. Donc c'est quelques exemples, il y en a d'autres, mais celle-ci, c'est vraiment celle plus tourné vers l'art. Donc Créa Campus, c'est un projet de création d'entreprise. Donc ça peut être aussi une idée. Donc statut, donc ça c'est ceux qui sont dispensés par l'université. Et puis vous pouvez aussi valider des CERCIP en dehors de l'université, c'est-à-dire dire à l'université, ben, écoutez, moi je fais partie de cette association qui n'est pas partenaire avec l'université, et l'université dit, ben, effectivement, votre engagement auprès de cette association ou ce que vous faites en dehors vous permet de valider des ECTS, donc validation d'une activité salariée, mais aussi si l'étudiante ou l'étudiant a une pratique artistique en dehors, comme la musique, le théâtre, la danse, les arts plastiques, ça peut être reconnu, valorisé avec des points ECTS. Donc, pour faire tout ça, nous accompagnons aussi nos étudiants à besoins spécifiques, qui peuvent être en situation de handicap. Et on a 3 dispositifs principaux. On a le SSE, ça c'est le service de santé étudiante, donc avec la mission handicap d'une part. On a la MOIP, c'est la maison de l'orientation et de l'insertion professionnelle.
Et puis, on a le réseau ATP Friendly. Donc, je vais revenir sur ces 3 dispositifs. Le premier, vraiment, pour accompagner nos étudiantes et nos étudiants, c'est vraiment le service de santé étudiante avec la mission handicap. Donc, ce qui se passe pour un étudiant en situation de handicap, il peut prendre rendez-vous avec la mission handicap et l'équipe l'accueille, l'accompagne pour l'insérer et pour le maintenir au sein de l'université. Donc, il y a un rendez-vous qui est pris et avec l'étudiant, la mission handicap construit un parcours avec des aménagements. On a des aménagements de 2 types. Soit on a les aménagements par les examens et à ce moment-là, l'étudiant est nécessairement vu par un médecin. C'est lui qui donne les aménagements pour les examens. Pour les cours, les aménagements peuvent passer par nos agents de la mission handicap et ça peut bien sûr passer par un médecin également, mais ce n'est pas une obligation. Donc ça, c'est à la mission handicap. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que sur chaque site d'enseignement, puisque je vous disais, on a une dizaine de sites d'enseignement, vous avez des personnels dédiés, alors à la fois enseignants et administratives, qui accompagnent les étudiantes et les étudiants et qui font leur possible pour mettre en place les aménagements préconisés par le SSE. Donc, dans les aménagements, je voulais vous donner quelques exemples. Pour les examens, par exemple, on peut avoir un temps majoré. Donc ça, c'est vraiment ce qui est prescrit la plupart du temps. Plus de temps pour les examens. Une reformulation des consignes. La mise à disposition d'un timer. Une salle à part dédiée aux étudiants avec un temps majoré. Un casque anti-bruit. Donc ça, c'est des aménagements qu'on propose à l'étudiant. L'étudiant n'est pas obligé de les accepter. Mais souvent, on se rend compte que les étudiants auxquels on propose un temps majoré ne s'en servent pas nécessairement, mais le fait de l'avoir les sécurise. Et donc, ça, c'est pour les examens. En cours, on a d'autres aménagements possibles. On recrute des étudiants qui prennent les notes pour nos étudiants. On a aussi du tutorat qu'on peut organiser. On a aussi, bien sûr, des casques anti-bruit, des autorisations de sortie pendant les cours. Depuis cette année-là, enfin depuis le mois de septembre, on teste des cocons de sieste. Donc, j'aurais dû mettre la photo, c'est dommage. C'est juste vraiment comme un cocon. L'étudiant peut s'isoler quand il en a besoin. On en a 2. Et puis, si ça fonctionne bien, on essaiera d'en avoir plus. Il faudra juste qu'on aille chercher les financements. Et puis un autre aménagement qui fait ses preuves, nos étudiants sont assez contents de ça, c'est qu'à l'université, on a des étudiants relais handicap et ces étudiants visitent le site avec nos étudiants en situation de handicap avant les cours pour voir comment ça se passe. Donc ça, c'est les aménagements qui sont donnés par le SSE. Dans l'université de Tours aussi, cherche à suivre les étudiants, à les aider dans leur parcours vers le monde professionnel. Et ça reste très important pour nos étudiants en situation de handicap parce que la MOIP, donc la Maison de l'orientation et l'insertion professionnelle, permet aux étudiants de connaître ce qui est à leur portée. On a des étudiants qui arrivent dans une formation, c'est la formation qu'ils ont envie de faire. Malgré les aménagements, ils se rendent compte que ce n'est pas forcément pour eux. Et donc, ils font un bilan d'orientation et voient s'ils peuvent changer de formation ou voir s'il y a autre chose en dehors de l'université, des métiers en dehors de l'université, qui peuvent mieux leur convenir. Et pour ça,
donc ça, c'est quelque chose qu'on fait pour tous les étudiants de l'université, hein. Mais on a un accompagnement spécialisé. Donc on a une personne qui s'appelle Claire Mirbeau qui s'en occupe. Et puis on a une autre personne que vous connaissez certainement, c'est Françoise, qui suit nos étudiants pour les aider dans leur parcours vers le monde professionnel. Donc, ça, c'est le deuxième dispositif pour aider nos étudiants à besoins spécifiques. Et puis, la dernière chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le réseau Atypie Friendly de l'Université Tours, enfin pas de l'Université Tours, puisque le réseau Atypie Friendly, en fait, c'est un programme national qui vient de l'Université de Toulouse et qui rassemble des universités engagées dans l'amélioration de l'inclusion des étudiantes et des étudiants avec des troubles du neurodéveloppement. Alors, ça s'appelait ASPI Friendly, hein, peut-être que certains l'ont connu sous ce nom-là. C'était dédié aux personnes avec des troubles autistiques, et puis ça s'est élargi aux personnes avec des troubles du neurodéveloppement, et donc c'est devenu Atypie Friendly, et l'Université de Tours a intégré le réseau en 2022. Donc l'idée, c'est vraiment de faciliter l'insertion dans l'enseignement supérieur, donc au niveau des formations, mais aussi l'insertion sociale, parce que l'université, ce n'est pas uniquement être en cours, et aussi l'insertion professionnelle. Et donc pour ça, le réseau organise des webinaires, des écoles d'été, des outils pour former les accompagnants et pour développer des projets. Donc les outils dont on parle, hein, ça peut tout simplement, c'est pas si simple, aider les enseignants à concevoir des supports qui puissent être compris plus facilement par les personnes avec des troubles autistiques, mais pas seulement. Pour l'Université de Tours, donc ça c'est le réseau national, hein, avec leur logo. Pour l'Université de Tours, le réseau local est constitué d'une quinzaine de personnes, hein, on est une quinzaine dans ce réseau. Alors moi je l'ai intégré, alors je suis vice-présidente depuis le mois de décembre l'année dernière, donc je viens d'intégrer le réseau Atypie Friendly. Donc, c'est constitué d'une quinzaine de personnes, donc beaucoup qui viennent de l'Université de Tours, mais aussi on est aussi en partenariat avec le CRA, que vous connaissez certainement, hein, le Centre de ressources autisme. Et donc, avec ce réseau local, on imagine des projets, ça permet d'avoir des financements, des formations. Et là, dans les projets en cours, on a... grâce à Pépite et grâce à Françoise, hein, Françoise impulse beaucoup d'idées quand même dans ce réseau local Atypie Friendly, la paire et danse. Donc on veut développer la paire et danse parce que les étudiants en situation de handicap peuvent s'aider les uns les autres et sont à même de comprendre les difficultés qu'un pair peut rencontrer. Ça, c'est un des projets. Un autre projet, c'est d'avoir des pictogrammes dans nos couloirs ou dans nos salles qui indiquent le niveau sensoriel ou le niveau, donc au niveau du bruit, par exemple. On veut essayer de travailler là-dessus. C'est des projets, hein, pour l'instant. On n'est pas sur cette idée de pictogramme, on n'est pas encore très avancé. Et on va avoir un projet aussi. Alors, je sais pas, Emmanuel Roule était là tout à l'heure. Il n'est plus là. Il en parlerait beaucoup mieux que moi. Mais il y a quelque chose qui s'appelle le Cube. Alors, c'est bien, c'est au sous-sol ici. C'est un dispositif d'immersion virtuelle. Et l'idée, c'est de venir filmer à l'université pour pouvoir projeter ensuite dans ce cube et d'avoir des futurs étudiants s'adapter progressivement à ce qui peut se passer à l'université, le bruit, le passage, tout ce genre de choses. Et ce projet, donc, pour l'Université de Tours, c'est vraiment dans le but de travailler sur l'inclusion des personnes. Pour le CRA, ça correspond également à un projet de recherche.
Donc voilà où on en est au niveau des projets. Donc, pour conclure, je dirais simplement que l'Université de Tours est un lieu de formation inclusif, ou en tout cas est un lieu de formation qui cherche à être le plus inclusif possible. On y travaille tous les jours, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Qui permet de valoriser des compétences qui sont tournées vers l'art et les pratiques artistiques, et qui permet aux étudiants à besoins spécifiques de mieux appréhender leur manière de travailler et leurs forces. Donc voilà, et je vous remercie pour votre écoute. Il y a des questions ? Alors, on approche bientôt de la pause repas. Je vous fais part du fait que Sébastien et Ruben Castro, venant de Paris, ont eu d'énormes difficultés pour venir ce matin, dû à un enchaînement de conséquences indépendantes de leur volonté. Ils ne peuvent pas être là pour l'intervention qu'ils avaient à faire là. Ils seront là pour la table ronde de cet après-midi par contre. Ils arrivent bientôt. Donc Mathieu Lancelot, qui va faire son seul en scène ce soir, qui conclura la journée et qui va participer aussi à la table ronde avec Sébastien et Ruben, a accepté de prendre la parole sur leur temps qui était dédié pour eux, parce que Mathieu est docteur en linguistique. Il a écrit 2 livres qui sont en vente, que je vous recommande, que j'ai lus, parce qu'il parle de toute la sémantique autour du discours sur l'autisme et de la sensibilisation sur l'autisme. C'est très, pour ceux qui ont envie d'apprendre un petit peu plus de choses sur le sujet, ils trouveront beaucoup de réponses. Et donc Mathieu, merci d'accepter de prendre la parole au pied levé, et je te laisse. Merci beaucoup Françoise pour ton formidable accueil. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc, je m'appelle Mathieu Lancelot. À l'origine, je suis traducteur dans la grande distribution, traducteur salarié chez Lidl depuis 10 ans et demi maintenant. C'est un métier que j'ai toujours rêvé de faire. J'ai très tôt développé une grande passion pour les langues, à la base pour les maths et pour la musique. Les maths avec la logique, la musique avec la sensibilité auditive en quelque sorte. En combinant les deux, vous voyez ce que ça fait avec la logique des grammaires et l'art de la prononciation qui peut varier selon les langues sans oublier les accents. Donc je suis traducteur en français, anglais et allemand du coup. Et à côté de ça, j'ai fait un doctorat à l'université Paris-Cité et j'ai étudié le discours de sensibilisation à l'autisme à l'heure de la promotion de la neurodiversité en compilant un corpus de textes scientifiques, médiatiques et aussi institutionnels publiés du temps du 3e plan autisme, 2012 à 2017 comme période que j'ai délimitée. Et ça m'a permis justement de repérer des mots assez fréquents qui peuvent être complémentaires. J'ai trouvé aussi bien en tête de liste le mot environnement que le mot difficulté ou trouble, par exemple, dans la façon dont ça se manifeste. Vous avez sûrement entendu dire qu'on oppose le modèle médical et le modèle social du handicap. Le premier, selon lequel le handicap part de la déficience chez une personne, et le deuxième, selon lequel c'est l'environnement qui crée des obstacles. Et au final, est-ce que ce n'est pas un peu les deux ? En réalité, quand on fait des recherches sur la sémantique autour du handicap, le handicap, c'est la rencontre entre la différence chez une personne et les obstacles que cette personne peut elle-même percevoir, que ce soit un terrain accidenté quand on a un handicap moteur ou la compréhension de l'implicite quand on a un trouble du neurodéveloppement, à titre d'exemple. Et quand on compare les langues en plus, dans handicap, certes on pense à l'étymologie anglais, hand in cap, la main dans le chapeau,
Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il s'agit du désavantage social quand on lit les travaux d'un épidémiologiste nommé Philip Wood, ça date de 1980, là où l'équivalent anglais en discours disability, ça fait penser en fait à l'incapacité. Découpez le mot en anglais et en français, vous verrez que ça revient au même. Et ce désavantage social que l'on lit en français, comme en allemand d'ailleurs, Behinderung, en fait, il est généré, il découle de cette incapacité et du regard des autres en conséquence. En fait, les langues, ça m'a toujours passionné et de plus en plus aujourd'hui parce qu'on se rend compte que les traductions ne sont jamais parfaites. Il y a toujours de très légères nuances qui sont à peine perceptibles quand on en parle au quotidien, mais qu'il faut des années pour déceler. Et ça, c'est très intéressant. Donc j'ai fait ma thèse pendant 4 ans à côté de mon emploi de traducteur à temps plein. Je n'ai pas voulu passer à mi-temps pour sécuriser mes finances et parce que j'avais la possibilité d'aller à des séminaires grâce à une demi-journée de récupération qui m'est accordée ainsi qu'à bien d'autres collègues à mon travail. Et donc, ça m'a permis de suivre des cours. La moitié de mes congés allaient à mes formations quand je devais aller suivre des cours sur 1 ou 2 journées, participer à des colloques aussi. Il fallait même que je fasse une conférence au moins une fois pendant mon doctorat. Et ça n'a pas été facile de postuler puisque la linguistique est une très très grande famille et tous les appels à communication et à contribution, si c'est pour proposer un article, ne nous conviennent pas. Il y a plein de façons d'analyser le langage et les lignes éditoriales sont très exigeantes et assez restrictives. Et puis, après avoir soutenu ma thèse, j'ai eu la très sympathique recommandation de mon jury de vulgariser mes travaux. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit un premier livre intitulé « Personne autiste, la dialectique du même et de l'autre ». Donc j'ai pris ce qu'il y avait de publiable dans ma thèse pour pouvoir le présenter de façon un peu plus populaire, dirais-je, que ce soit la façon de nous nommer, personne autiste ou personne avec autisme. Est-ce que intégration et inclusion sont des mots opposés ou ne seraient-ils pas plutôt complémentaires? Parce que quand on quitte le discours autour de l'autisme, on peut trouver des significations tout à fait différentes aux mots. Quand on sensibilise à l'autisme, on entend souvent dire que quand on parle d'intégration, c'est à la personne différente de faire des efforts et pas aux autres. Et on veut renverser la tendance. C'est aux autres de s'adapter et pas à nous. Et pourtant, dans un cours du Collège de France au sujet de l'immigration, eh bien, j'ai entendu comme définition de intégration ajustement mutuel entre les deux parties. Ce qui veut dire que l'on peut travailler ensemble à éviter de faire trop d'implicite et à oser dire les choses entre nous, par exemple. Ce qui est un travail de toute une vie. On ne peut pas tout avoir d'un coup. Là où l'inclusion, entrée dans la loi en 2013, si je ne m'abuse, signifie que l'on recherche une société idéale où tout le monde aurait sa place. Et aujourd'hui, vous en conviendrez sans doute, quand on parle d'inclusion, c'est bien beau sur le papier, mais où sont les actions concrètes? Moi-même, je n'arrête pas de l'entendre en allant à des événements comme celui-ci. Et à la suite de ce premier livre, que j'ai publié il y a 2 ans, donc en 2023, j'ai fait en quelque sorte une suite à mes travaux en comparant plus les langues entre elles. Là où dans ma thèse, j'avais fait un discours à partir de textes publiés en français. Je devais faire cette concession pour respecter les délais. Je pouvais certes aller jusqu'à 6 ans puisque je travaillais à côté de mon doctorat. Si j'avais été doctorant à temps plein, ça aurait été limité à 3 ans. Mais j'ai fait 4 ans au final. Donc j'ai su gérer mon temps comme ça. Et heureusement, une thèse n'est pas parfaite et les travaux de recherche continuent. La vie ne s'arrête pas après la soutenance, fort heureusement. Et en parallèle de ça,
j'ai écrit un seul en scène qui s'appelle Objectif Autistan. Autistan, c'est un nom que l'on doit à un philosophe autiste passionné de voyage que vous connaissez sûrement, Joseph Chovanec. Il m'en a donné l'autorisation puisque j'ai fait savoir que c'était pour poursuivre sa réflexion sur l'existence même de l'autistan. Est-ce un pays lointain, quelque part, à rejoindre, ou est-ce qu'il n'est pas un peu partout selon les rencontres que l'on fait? Parce que j'y crois personnellement, on est amené à un moment de sa vie, tôt ou tard, à rencontrer les personnes à même de nous guider, que ce soit dans un cursus scolaire ou un parcours professionnel ordinaire, entre guillemets, ou plus spécialisé, pour ne pas dire protégé. Ça dépend vraiment des personnes. Donc j'ai voulu parler de l'autisme à des âges différents, enfance, adolescence, âge adulte, à des problématiques différentes. Et je vous mets au défi, quand vous le verrez à 16h30 si je ne m'abuse, donc ça durera une demi-heure, de moins voir l'autisme tel qu'il est terminologisé dans tous les échanges que l'on fait et d'y voir plutôt l'histoire qui est racontée, une histoire entre des personnes qui s'éduquent mutuellement. Parce que tout ce que nous nous disons entre personnes autistes et non autistes, que ce soit en famille, entre amis, au travail, à l'école, tout ça, ça n'est pas forcément discrimination et méchanceté. Ça peut être aussi de simples désaccords que nous pouvons avoir plus ou moins longuement. Et essayer de voir des gens qui tentent d'avancer avec leur bagage, avec l'aide qu'ils peuvent avoir, tout ça. Je sais que tous n'ont pas cette chance-là, mais mes travaux scientifiques et mon travail artistique avec mon seul en scène partent d'un seul et même étonnement, celui de voir des gens se friter en permanence parce qu'ils n'ont pas la même histoire. Et ça, quelque part, si l'on campe sur des positions comme ça peut à terme nous empêcher d'avancer et de communiquer. Alors si je finis juste et après je pourrais faire circuler le micro. Donc si vous êtes amené à lire ou à entendre dans mon discours des trucs du genre qu'il suffit de le vouloir pour filtrer le bruit quand on travaille dans un open space par exemple, ou faire ses recherches jusqu'au bout quand on ne peut plus aller à la bibliothèque à cause de la crise sanitaire, tout ça, que l'on est perdu finalement, ce n'est pas une volonté de généraliser tout ça. En réalité, il faut, en écriture, comme dans une conférence, il ne faut pas hésiter à renverser une croyance, qu'elle soit légitime ou non. Le risque zéro n'existe pas. Parce que n'importe qui peut finalement renverser un point de vue. Quelqu'un qui témoigne dans un article de presse à propos de son inclusion va dire « J'aime la langue anglaise parce qu'elle est directe, les pays anglo-saxons sont beaucoup plus avancés que nous », c'est un point de vue. Mais la méchanceté, elle, est universelle. On répète sans cesse « la France est en retard », mais ce n'est pas une raison pour ne garder en tête que l'idée que la France est en retard. Ça ne doit pas empêcher d'aller soi-même de l'avant. Quand on dit qu'on n'aide pas assez les parents en quête d'une place pour leur enfant dans une école, en quête d'un travail qui puisse leur convenir, tout ça, certes, on attend de la société qu'elle nous vienne en aide, et pourtant, c'est très paradoxal, les parents sont et seront toujours la meilleure ressource pour leur enfant, parce que ce sont eux qui connaissent leur enfant mieux que personne. Quand je dis c'est paradoxal, c'est la vie qui est faite comme ça. Ceux que l'on appelle les super parents parce qu'ils font tout ce que l'on ne fait pas pour eux, ils sont avant tout parents. Même des parents qui sont énervés contre le système, tels que l'humoriste Laurent Savard, qui a un fils autiste dit sévère, mais un grand champion de roller, eh ben, ils reconnaissent ça. Et ça, quelque part, c'est une forme d'humilité en soi. C'est comme la traduction entre l'intention que
qu'ont les auteurs qui écrivent et que nous devons traduire à l'oral ou à l'écrit, et la signification linguistique des mots que l'on a, n'y a-t-il pas à un moment donné un écart que l'on pourrait ne pas percevoir? Et c'est ça qui me fait aimer mon métier et mes travaux en tant que linguiste. C'est que même si on a un sens du détail que l'on souligne beaucoup pour l'insertion, je dirais même l'inclusion professionnelle des personnes autistes, on n'en a pas fini d'apprendre. Et le fait de ne pas en finir d'apprendre, ça nous rend quelque part plus humains. On n'est pas que autistes, on est des êtres humains avant tout. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Et si jamais vous êtes intéressé par mes 2 livres, dont j'ai apporté quelques exemplaires juste derrière vous, donc ils sont tous les 2 à 20 €, je prends aussi bien la carte bleue que les espèces, et en prime, je le dédicace. Sinon, si vous êtes intéressé plus tard, vous pouvez le trouver sur Amazon, Cultura ou à la Fnac. À vous de voir, comme vous voulez. Au plaisir. Quelqu'un veut intervenir? Y a-t-il des questions? Ouais. Alors, merci Mathieu pour cette magnifique intervention. Et oui, je trouve que c'est important de le préciser, quoi. Oui, nous sommes des êtres humains avec nos particularités, nos forces, nos faiblesses. Et c'est très important de le spécifier car après, je ne sais pas ailleurs, mais en tout cas en France, beaucoup ont tendance un petit peu à l'oublier, malheureusement, quoi. Et oui. De plus, j'ai trouvé cette journée, bon là je suis là que pour la matinée, mais cet événement très, très constructif. J'ai appris beaucoup plus de choses que l'année dernière, personnellement, quoi. C'est là qu'on voit quand même qu'il y a de l'amélioration concernant l'inclusion, hein. Je crois que c'est tout. Tu voulais ajouter autre chose? Oui. En tout cas, c'est un réel plaisir de pouvoir échanger ici. Donc, au MAM, c'est ma première. Je n'ai pas connu les éditions précédentes. Je voulais peut-être dire un autre truc, mais j'ai... Alors, Valentin, on va tous se diriger vers le repas. Si vous pouvez rester, ça serait bien, parce que je pense que les gens ont peut-être faim. C'est inclus dans l'inscription. Vous êtes les bienvenus. Ça se passe de l'autre côté des paravents, là, colorés. Je tiens à remercier Mathieu d'être intervenu comme ça, spontanément. Au pied levé, oui. Comme on dit. Et je voulais souligner l'importance de son discours. J'ai rencontré Mathieu il y a longtemps, en 2021, hein, lors de ces rencontres d'ailleurs, auxquelles tu as participé concernant l'insertion dans les métiers des langues, de la traduction-rédaction. Et j'avais lu un livre qui avait été écrit par, rappelle-moi son nom, je me trompe toujours, Thérèse, voilà, je l'appelle toujours Thérèse, pardon, Catherine Tries-Daquin. Je ne sais pas pourquoi, je n'y arrive pas. Sur l'emploi, hein, justement, elle est... Elle m'a fait l'honneur, justement, de préfacer. Mathieu en avait fait la préface. Je vous conseille ce livre d'ailleurs. Si vous avez des envies de lecture, venez me voir, j'en ai plein à vous suggérer. Et donc Mathieu a un discours très très fédérateur, ce qui je pense est totalement salvateur à l'heure actuelle. Je vous enjoins à nous... Oui. Ouais, ce que je voulais dire, pour dernier point, quoi, que je voulais rebondir sur ce qu'a dit Mathieu. Et oui, je trouve ça franchement dommage, quoi, que ce soit... Ce sera plus simple là. Je trouve ça vraiment dommage, quoi, que en physique ou sur les réseaux sociaux,
parents ou même parfois les adultes autistes entre eux en viennent à se friter juste pour des détails sur l'autisme ou parce que ah bah tiens mon fils est le meilleur dans tel domaine, ah bah tiens il a fait ceci, oh bah je suis meilleur que l'autre. Alors ou de chipoter sur les terminologies de l'autisme, alors qu'on a tous quelque chose à apprendre de l'autre, on a tous quelque chose à apporter à la société, aussi bien socialement et professionnellement, quoi. On a tous nos forces, nos faiblesses et nos qualités et nos défauts, et je trouve ça dommage d'arriver à se battre juste pour montrer qui c'est le plus intelligent ou qui c'est le plus fort, quoi. Alors on a tous quelque chose à apporter. Personnellement, bon, après je vais arrêter là, j'ai un peu milité, mais aussi beaucoup pris soin de moi ces dernières années, pour des raisons de santé, mais aussi à cause de l'ostracisme à la française sur la différence, quoi. Et là encore, il y a encore un petit peu de progrès, mais on avance positivement. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et j'ai pu travailler en stage de 2 mois chez Café Joyeux. Bon, ça a été une très belle expérience. D'ailleurs, je viens régulièrement chez eux prendre le goûter, quoi, déjà pour mon petit plaisir, mais aussi pour des raisons solidaires. Et j'ai travaillé aussi 11 mois chez Entrée les Solidarités, en cuisine centrale. Et au début, quoi, bon, j'ai été la première personne autiste à travailler chez eux, et pour des raisons de solidarité, comme son nom l'indique, ils m'ont pris 4 mois. Et ils savaient pas trop comment ils avaient beaucoup d'a priori, mais au final ils ont renouvelé 4 mois, 2 mois, puis un mois, et ça a été et ils ont vu qu'il y a derrière cette barrière du handicap qu'ils avaient, il y avait bien au-delà, quoi. Il y avait aussi des compétences professionnelles, des échanges, des intérêts, quoi, pour l'entreprise d'insertion, et j'en passe. Valentin, on va être obligé d'arrêter, sinon les gens n'auront pas le temps de manger. Je vous propose d'aller de l'autre côté, mais ce que vous dites est très intéressant.